Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie chaleureusement Artemis Crepeti, Mira David et Lucien pour leur travail d'organisation de ce séminaire Regard croisé sur le rituel. Mon nom est Dimitris Giannodis, je suis docteur en anthropologie de la danse et de la musique et mes travaux portent essentiellement sur les pratiques musicales et dansées des habitants de l'Est égéen ainsi que de la région d'Izmir en Turquie. Dans le cadre de ma thèse, j'ai notamment travaillé sur les festivités de carnaval sur ces îles et plus spécifiquement sur l'articulation entre d'une part ce que les habitants appellent leurs coutumes et qui se traduit par ethima ou dromena, des formes de scénettes à cheval entre le jeu, le rituel et le théâtre, et d'autre part le répertoire musical et dansé qui, pour le dire très brièvement, joue notamment le rôle de liant entre les séquences de ces coutumes. Les définitions portant sur la ritualité sont nombreuses, il ne fait aucun doute que certaines d'entre elles ont été évoquées et sollicitées lors des précédentes séances. J'aurai moi-même l'occasion d'en mobiliser quelques-unes, mais je souhaiterais d'ores et déjà en proposer une définition minimale afin d'alimenter la discussion. En de nombreux contextes, le rituel a pour spécificité et peut-être pour fin de produire des interactions extraordinaires. Par extraordinaire, entendons qu'elles sont la plupart du temps différentes des interactions ordinaires, et dans ce cas, l'ethnographie peut aider à mettre en évidence ce qui appartient à l'une et l'autre des catégories, mais ces interactions sont également souvent mémorables et frappantes. Ici, il est possible de distinguer l'interaction produite ou en train de se produire, les motivations des agents qui y participent, ainsi que les effets, voulus ou non, sociaux mais aussi cognitifs, qui en découlent. C'est toute la question, selon moi, de l'efficacité rituelle. Le rituel mobilise les corps, les esprits, des agents au statut plus ou moins incertain. Il crée des associations d'idées, condense des éléments habituellement antithétiques, modèle et appelle des comportements spécifiques et met en place de nouvelles relations, de nouvelles réalités. Cependant, le cas d'étude que je souhaite vous présenter aujourd'hui a ceci de particulier qu'il est difficile de déterminer s'il relève réellement du rituel. Et cela dépend principalement de deux choses. Premièrement, de la définition qui en est proposée, et deuxièmement, de l'irréductible spécificité du phénomène carnavalesque, au sujet duquel nous avons toutes et tous quelque idée, mais qui possède tant de facettes différentes qu'il est très difficile de déterminer ce qu'il fait au juste. Alors, qu'est-ce que carnaval ? En grec, carnaval se dit apokries, et l'explication la plus courante qu'on retrouve concernant l'étymologie du terme est qu'il s'agit de la période où l'on s'éloigne de la viande, apo et kreas. Lorsqu'on consulte les livres des folkloristes amateurs des villages de Chios, il est souvent dit qu'il s'agit d'une survivance des Saturnales romaines et de culte de Dionysos remontant à l'Antiquité. Si les données concernant les carnavals des régions catholiques et protestantes sont nombreuses, rares sont les sources historiques concernant le carnaval de l'Europe orthodoxe. Ce qui est certain en revanche, c'est que les festivités de carnaval en Grèce sont encastrées dans le calendrier orthodoxe et c'est par rapport à ce dernier qu'elles sont toujours situées, alors qu'elles se présentent comme l'antithèse du comportement religieux et de la piété. Elles ont lieu durant 3 semaines et s'achèvent par le lundi pur qui marque le commencement de la période du jeûne de carême. Le carême dure 40 jours et est suivi de la semaine sainte qui est elle-même suivie de Pâques. Alors, je vous passe les détails concernant les 3 semaines. Notons simplement que le dernier dimanche de carnaval en Grèce, qui est dit dimanche fromager, est l'équivalent du mardi gras des catholiques et que le lundi pur a pour équivalent le mercredi des cendres qui est considéré comme un jour de pénitence et qui tient son nom du fait que ce jour-là, on impose les cendres sur le front des fidèles. En Grèce, le lundi pur, kathare deftera, n'a pas cette connotation de pénitence. En revanche, tous les mets qui sont servis lors des réjouissances sont des mets dits nostissimi, c'est-à-dire de jeûne. On y mange le halvas, une pâte de sésame, du pain, du taramas, de la scordalia, une pâte à base d'ail, du poulpe ou encore des fèves. Et ces mets viennent en quelque sorte compenser les excès alimentaires des semaines précédentes. On a donc clairement une mise en relation, et plus précisément une mise en contraste du carnaval et du carême qui est amplement documenté en Europe par des folkloristes comme Van Gennep, mais également dans le domaine des arts. Ici, vous pouvez voir le tableau de Bruegel l'Ancien intitulé « Le combat de carnaval et de carême » datant de 1559. Ceci pour vous donner une idée de la profondeur historique de ces pratiques. Ensuite, lorsqu'on discute du carnaval avec les habitants ou qu'on en lit des descriptions, les caractéristiques qui retiennent et focalisent l'attention, les marqueurs de cette période sont l'excès de consommation de nourriture et de boissons alcoolisées, l'esprit de gaieté et de légèreté, une présence importante de la musique, du chant et de la danse, l'utilisation de déguisements et de masques,
Les divertissements qui prennent diverses formes, comme l'exécution de scénettes, les visites dans les maisons de particuliers durant lesquelles on tente de découvrir l'identité des gens masqués, et la grande licence autorisée dans les paroles, notamment à travers l'énonciation de vers à contenu satirique, à caractère sexuel, voire scatologique. Il est dit très souvent que malgré le côté caustique de ce qui est dit, nul ne doit ou ne peut se vexer. Ces divertissements peuvent être pris en charge par les jeunes hommes célibataires, c'est d'ailleurs le cas dans d'autres régions d'Europe, mais la chose ne se vérifie pas partout. En revanche, il est possible d'identifier des logiques sous-jacentes et surtout quelques justifications communes qui soit arrivent spontanément dans les entretiens ou conversations informelles, soit sont des réponses à des questions spécifiques concernant les motivations des participants. Le premier élément qui revient sans cesse est que les gens à l'époque attendaient deux choses avec grande impatience, les bals de l'été et le carnaval. C'était leur manière de se divertir. À l'époque, il n'y avait pas, et vous faites suivre ce que vous voulez, la radio, la télévision, Internet, les téléphones portables. Le deuxième élément, c'est le fait que cette période a marqué les gens dans l'enfance, qu'ils observaient l'empressement des adultes s'affairant, la chaleur de l'ambiance des préparatifs, le son des cornemuses, etc. Les enfants avaient accès au monde des préparatifs, mais pas totalement au monde de la fête. Il y avait quelque chose d'interdit, qu'on regardait en cachette, qu'on voyait sans trop comprendre. Participer à Carnaval, à la réalisation des rituels, à l'invention de scénettes, aux rondes dansées, c'est donc une habitude qu'on contracte, une chose que l'on continue à faire parce qu'on l'a souvent vu lorsqu'on était petit, et une chose que l'on comprend alors qu'autrefois son sens était impénétrable sous certains aspects. Le troisième élément, c'est la drôlerie, le fait que Carnaval fonctionne comme un jeu. Par exemple, les vieilles dames décrivent en détail les soirs où, lorsqu'elles étaient encore célibataires, elles ouvraient la porte aux kudunati, aux costumés de la tête aux pieds, qui changeaient leur voix et portaient même des gants, et qu'elles cherchaient pendant des heures à découvrir leur identité. Lorsqu'on demande des souvenirs précis concernant les masques et costumes utilisés, la réponse la plus courante est « on portait toutes les vieilleries qu'on trouvait, les vêtements de nos grands-mères ». Les hommes s'habillaient en femmes, les femmes en hommes. On pouvait figurer les organes génétiques masculins par le port d'une carotte ou d'une courgette avec 2 oignons. Il y a également le port de peau de bête, de fourrure, et certains décrivent combien les costumes les effrayaient lorsqu'ils étaient enfants. Certains costumes sont également des espèces de représentations de statuts et de rôles sociaux. Il y avait le médecin, le photographe, le juif, le turc, le tsolias, c'est-à-dire le résistant grec de la guerre d'indépendance, le tzigane, le montreur d'ours et son ours, etc. Le quatrième élément qui revient très régulièrement dans les conversations, c'est la référence à la tradition. C'est notre manière de faire, chaque village a sa coutume, nos ancêtres faisaient comme cela et il est normal de poursuivre la tradition. Les coutumes s'apparentent donc au rituel tel qu'il est défini par Maurice Bloch en ce qu'elles constituent des actes de répétition ou de citation d'occurrences précédentes par lesquelles les acteurs présents s'en remettent ou, pour utiliser l'expression consacrée, défèrent à ceux qui les ont précédés et dont l'autorité garantit la valeur de ce qui est dit ou fait. Le cinquième élément qui revient en permanence, surtout lorsque Carnaval est arrivé et que les anciens voient ce que font les plus jeunes, ce sont les commentaires dépréciatifs, le motif de l'âge d'or. Autrefois, c'était mieux, on s'amusait plus, les anciens chantaient et réalisaient les scénettes avec plus de conviction, ils dansaient mieux, c'était plus drôle, plus réussi. Les plus âgés ajoutent souvent qu'à l'époque, Carnaval était une fête où les références sexuelles et scatologiques étaient plus fines, que les sous-entendus étaient plus délicats. Ce sont des explications, des justifications qui sont assez logiques et triviales, mais elles s'accompagnent aussi parfois de suppositions concernant la manière dont les anciens réalisaient les rites. Il y a l'idée persistante chez certains qu'à l'époque, les ancêtres donnaient un contenu presque mystique à ces actes et qu'avec le temps, les rituels se sont sécularisés. Il est à noter que les habitants parlent de coutumes éthimo et que lorsqu'ils veulent mettre l'emphase sur le mystère, au sens antique du terme, ils utilisent le terme de teleturgia, c'est-à-dire rituel. Une chose est certaine, Carnaval a beaucoup changé durant les dernières décennies. Premièrement, là où ces fêtes improvisées avaient lieu pendant 3 semaines, aujourd'hui, les sorties des gens déguisés se produisent essentiellement lors de la dernière semaine, voire uniquement lors du lundi pur, le dernier jour avant le commencement de carême. À cette date, chaque village tente d'attirer les habitants de la ville et des villages voisins afin de présenter sa coutume, son rituel, qui se transforme ainsi en rituel spectacle. C'est presque devenu un lieu commun des recherches concernant Carnaval. Les processus de folklorisation et de spectacularisation modifient considérablement
les tenants et aboutissants des actes stipulés qui sont accomplis année après année. Cependant, il y a un risque à présumer que ces coutumes sont aujourd'hui un spectacle, tout en imaginant qu'elles étaient jadis autre chose. Ce qui nous ramène à la question de la définition du rituel. Vous aurez peut-être constaté que dans des définitions classiques comme celle de Victor Turner, je cite « Un rituel est une séquence stéréotypée d'activités impliquant des gestes, des mots et des objets exécutés dans un lieu isolé et conçus pour influencer des entités ou des forces surnaturelles au nom des objectifs et des intérêts des acteurs, ou celle d'Humphrey Ledlow pour lesquels le rituel est, je cite, une façon spéciale dont des actes peuvent être accomplis, une action archétypale stipulée dans laquelle se glissent consciemment les acteurs et dont l'accomplissement est indépendant de leurs intentions ou dispositions, que la définition porte soit sur la nature des actions accomplies par les participants, soit qu'elle ne distingue pas réellement entre ceux qui accomplissent les actes et ceux qui les observent. L'idée n'est pas ici de faire le procès anachronique de définitions à portée généralisante, mais cependant ancrée dans des contextes ethnographiques précis, mais plutôt de mettre en évidence que rien ne nous oblige à penser que l'efficacité du rituel est unique, ou pour le dire autrement, qu'un rituel ne se caractérise pas par la multiplicité de ses agentivités, qu'il peut être ainsi efficace et agir d'une manière sur certains acteurs et d'une autre sur les observateurs, par exemple. Tout ceci étant quelque peu abstrait, je souhaiterais illustrer mon propos par 2 extraits vidéo de coutumes réalisés lors du dernier dimanche et lors du lundi pur dans le village d'Agios-Iorissi-Koussis, un village perché à flanc de colline et situé dans le centre de l'île de Chios. Le premier extrait montre une variante de la coutume du semeur ou des bœufs qui parodie une activité liée à la production alimentaire et à la survie de la communauté en singeant le travail de semaille par un acte paradoxal qui consiste à invalider le labour et le semis, entraînant un soc sur un lieu impropre à la culture, une place de village, un sentier rocailleux, une route goudronnée, tout en utilisant un matériau par essence infertile, de la paille ou de la sciure de bois. Vous verrez que l'homme sur l'âne, traînant le soc, réalise un tour de la place centrale, suivi par les tambours et cornemuses, et que les membres de la compagnie jettent volontairement la sciure ou la paille sur les villageois qui observent la scène. C'est là une autre caractéristique des modes de sociabilité carnavalesque. Les organisateurs d'une coutume impliquent les spectateurs, les marquent par des croix tracées à la suie ou au cirage sur le front et les joues, les souillent, les contaminent et les entraînent ainsi symboliquement dans l'action en train de s'accomplir.
Le deuxième extrait que je vous propose de regarder est une séquence de la coutume du mort durant laquelle un simulacre d'enterrement est réalisé par une compagnie des hommes du village. L'extrait commence à l'instant précis où le mort vivant devient la chose et le bouc émissaire du cortège. Le jeu consiste à le maltraiter alors qu'il est dans l'incapacité rituelle de réagir et qu'il est censé demeurer immobile et garder le silence. L'habitant qui joue le rôle du Pope se place à califourchon sur lui sous les acclamations et les rires de ses comparses, le frappe de l'évangile pornographique, lui fait baiser sa croix pectorale, puis le couvre de son homophore de soie avant de placer ses parties génitales de manière théâtrale sur son visage à la demande du tenancier de café. Il règne pendant ce temps une cacophonie produite par le mélange du son de la cornemuse et de la musique byzantine provenant du baffle porté autour du cou par l'un des membres du cortège. Et si cette cacophonie n'a rien de comique en elle-même, elle tend cependant à accentuer le contraste existant entre le caractère sacré et sérieux d'un enterrement et le caractère réjouissant d'un enterrement carnavalesque. Le mort-vivant est ensuite porté sur la place centrale d'une manière tout à fait contraire à l'usage dans le cas de véritables enterrements, avant d'être pleuré par la joyeuse compagnie. Ένα του τραπεζιού τέτοιο. μέσα. Γύρα κάνει. Πού, στην πλατεία. Je souhaiterais évoquer une dernière notion susceptible d'éclaircir le trouble rapport entre le rituel et carnaval, à savoir le rite d'institution, qui est un prolongement critique de la notion de rite de passage développée par Van Gennep. Le point de départ de la réflexion de Bourdieu est que s'il y a des passages et des états sociaux, c'est qu'il y a des limites, des frontières et des divisions sociales constitutives
d'un ordre social donné. Les rites que Van Gennep considère comme étant de passage sont dès lors des rites qui, en organisant le passage d'un état social vers un autre, confirment et valident un ordre établi. Ainsi, pour Bourdieu, les rites d'institution tendent d'abord à naturaliser un ordre social, à le rendre naturel ou allant de soi, c'est-à-dire, je le cite, à faire méconnaître en tant qu'arbitraire et reconnaître en tant que légitime, naturel, une limite arbitraire. L'important n'est pas tant le passage que la limite, la division que le rite consacre, les catégories de pensée qu'il confirme et légitime. Or, ce qui divertit durant Carnaval, ce qui provoque le rire, c'est justement le caractère incongru des actes qui sont réalisés. Actes qui sont contraires au bon sens, à ce qui va de soi, aux limites arbitraires reconnues comme légitimes. Ces limites, quelles sont-elles ? Celles de genre et de sexe ou encore d'espèce. Durant Carnaval, les habitants se travestissent en hommes ou en femmes, deviennent des animaux de trait, emmènent un âne dans la ronde dansée. Celles d'identité ethnique, le déguisement fait de vous un turc, un juif, un tzigane. Celles de statut socio-spécifique, les habitants se transforment en pop, en chantres, deviennent des pleureuses au chevet du défunt. Plus encore, Carnaval permet aux vivants de mourir le temps d'une coutume et d'ensuite ressusciter. Ce qui fait la spécificité de ces coutumes et qui les distingue de rituels conventionnels est qu'elles parodient des situations ou des rituels existants, mais qu'elles ne sont pas suivies des effets habituellement attendus des situations ou rituels qu'elles spectacularisent. Ainsi, un enterrement a lieu, mais sans véritable défunt. De la même manière, lors du mariage carnavalesque, que nous n'avons pas eu l'occasion d'illustrer aujourd'hui, l'union de deux êtres grotesques a bien lieu sous les yeux des spectateurs amusés, et cependant, elle ne sanctionne aucune transformation de relations entre parentèles au sein du village. Tout cela est pour de faux. Les coutumes de carnaval fonctionnent donc comme parodies déférentielles au cours desquelles les habitants reproduisent des actes fondamentaux dans l'organisation de la communauté villageoise, mais en abolissant leur efficacité première, en les rendant caduques. Ces coutumes fonctionnent comme des parenthèses fictionnelles qui neutralisent les règles d'interaction quotidienne et imposent temporairement une non-conformité à ces règles, sans conséquence au-delà du commencement de carême. Elles produisent des interactions extraordinaires, mettent en place une contre-réalité et agissent ainsi comme des rites d'abrogation.